Ce thème sera traité en deux parties. Dans la première partie, nous verrons la guerre d'indépendance et l'instauration de l'État d'Haïti. Ensuite, la France envoie des émissaires pour négocier la reconnaissance de l'indépendance, l'ordonnance infâme de Charles X, et puis, pour finir la première partie, les circonstances de l'accession au trône de Charles X. Après la cérémonie du bois caïman, une furie révolutionnaire s'est emparée de Saint-Domingue. Les Noirs des ateliers se sont soulevés contre les colons blancs et dans la nuit du 21 au 22 août 1791, c'était le début d'une révolte qui allait marquer la grande révolution haïtienne. Cette révolution a duré environ 12 ans. 12 ans de lutte, 12 ans de guerre, 12 ans de bataille contre l'armée napoléonienne. Cette grande révolution a atteint son apogée le 18 novembre 1803 à Vertières, à la suite de combats sanglants. L'armée indigène, encore appelée l'armée des va-nu-pieds, a infligé une défaite mémorable à l'armée napoléonienne, la plus puissante armée de l'époque. À la suite de cette guerre, les Noirs sont devenus les maîtres de Saint-Domingue et l'ont transformé en un État libre. Le 1er janvier 1804, l'indépendance a été proclamée. Apprenant la nouvelle de la révolution de Saint-Domingue et la fondation du nouvel État d'Haïti, Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, alors ministre des Affaires étrangères de la France, proposa à Napoléon deux options. Reconquérir l'ancienne colonie ou laisser les nègres cuire dans leur jus. Entre-temps, la France était engagée sur d'autres fronts, notamment en Afrique et dans d'autres territoires de la Caraïbe. Elle n'avait ni les moyens financiers, ni l'effectif militaire suffisant, ni la motivation pour se lancer dans une nouvelle guerre pour récupérer son ancienne colonie. Les soldats n'étaient pas suffisamment motivés, ils étaient encore traumatisés par cette défaite cuisante qu'ils ont subie à Saint-Domingue. Une bataille qu'ils ont menée contre ce qu'ils appellent des gueux et des noirs, des esclaves qui n'avaient rien à perdre et qui luttaient pour leur survie, qui luttaient pour leur liberté. Et le slogan qu'ils lançaient et disait tout: vivre libre ou mourir. Et il menait cette bataille avec tous les moyens disponibles, moyens diplomatiques, moyens militaires, moyens mystiques. Et ils n'avaient peur de rien du tout. Ils n'avaient même pas peur des canons français. Et donc, les soldats ne pouvaient pas comprendre cette détermination et ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire contre une telle détermination. Du coup, l'option de reconquérir Saint-Domingue par les moyens militaires était donc à exclure. C'est ainsi que la deuxième option a été adoptée. La France, à travers son ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, écrivit à tous les dirigeants européens et des États-Unis d'Amérique, et qui venaient tout juste également de prendre leur indépendance, et pour leur demander de ne pas reconnaître le nouvel État que vient de fonder les nègres de Saint-Domingue, et de les laisser cuire dans leur jus. Quelques années plus tard, Napoléon lui-même va subir une autre grande défaite historique à Waterloo en juin 1815. La République s'est effondrée avec cette défaite de Napoléon. La royauté a donc été rétablie. Entre-temps, les anciens colons, propriétaires de terres et d'esclaves, continuaient de mettre la pression sur les dirigeants français pour réclamer une indemnité pour les pertes subies pendant la révolution de Saint-Domingue. C'est ainsi, pour résoudre le problème, la France s'est résolue à choisir le terrain diplomatique pour engager les discussions autour de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. L'objectif
de la France, l'objectif principal était donc de restaurer son autorité sur sa colonie révoltée et puis d'obtenir dédommagement pour les anciens colons, les anciens propriétaires blancs. En ce sens, Louis XVIII, devenu roi de France, obtint la neutralité de l'Angleterre qui accepta que la France rétablit son autorité sur l'île, mais point l'exclusivité. Point l'exclusivité commerciale comme au temps de l'Ancien Régime. C'est ainsi que, à travers cette réponse de Sa Majesté britannique envers le roi de France, eh bien, qui explicitait la position de l'Angleterre. Et sa correspondance disait ceci, juste un extrait. Dans le cas où Sa Majesté très chrétienne jugerait convenable d'employer quelque voie que ce soit, même celle des armes, pour récupérer Saint-Domingue et ramener sous son obéissance la population de cette colonie, Sa Majesté britannique s'engage à ne point y mettre ou permettre qu'il y soit mis par aucun de ses sujets, ni directement ni indirectement obstacle. Sa Majesté britannique réserve cependant à ses sujets le droit de faire le commerce dans les ports de l'île de Saint-Domingue qui ne seraient ni attaqués ni occupés par les autorités françaises. La France, donc, ayant obtenu la neutralité de l'Angleterre, initie le processus de reconnaissance de l'indépendance d'Haïti en envoyant des commissaires pour négocier les conditions avec les autorités haïtiennes. Peu après l'indépendance, Haïti est plongé dans une crise politique aiguë. L'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père de la patrie, a été brutalement assassiné. Et le pays est donc divisé. Henri Christophe s'est donc installé dans le nord, et Alexandre Pétion, est dans l'ouest, et puis Rigaud dans le sud. Donc c'est dans ce contexte, je dirais, de division et de troubles et politiques que Haïti continue à réclamer la reconnaissance de l'indépendance et que la France a donc entrepris d'envoyer des émissaires discuter avec les autorités haïtiennes. Louis XVIII envoya en Haïti une première commission pour négocier la reconnaissance de l'indépendance avec les autorités haïtiennes. Cette commission était composée du colonel Jean-François Doctionnavis, Draverman et Franco de Medina. Doctionnavis était chargé de rencontrer Pétion et de discuter avec lui. Et quand il arriva, il vanta les mérites du roi Louis XVIII qu'il présente comme un roi paternel, philosophe, libéral, tandis qu'il campa Napoléon comme un despote, sanguinaire et perfide, avant de proférer des menaces envers son interlocuteur. Pétion était assuré de bénéficier des largesses du roi s'il accepta de reconnaître et proclamer la souveraineté de Louis XVIII sur le territoire et par ricochet, le peuple haïtien aurait obtenu, dit-il, des avantages qui découleraient de cette reconnaissance. Impassible, le président Pétion ne céda pas, arguant que les Haïtiens ont juré de renoncer à jamais à la France, qu'ils préfèrent mourir plutôt que de vivre sous sa domination, qu'ils combattraient jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de leur pays. Bien qu'ayant catégoriquement refusé toute idée de suggestion, Pétion était quand même prêt à accepter de verser une indemnité pour dédommager les colons, dont le retour sur l'île était définitivement exclu. Dans le nord, Franco de Medina a été qualifié d'espion français. Et il n'a pas été reçu par le roi Henri Ier et il a été donc arrêté et il sera assassiné en prison.
Après l'échec de cette première commission, voulant à tout prix ramener Haïti sous son autorité, Louis XVIII dépêcha en Haïti une deuxième mission. Elle fut composée essentiellement d'anciens colons de Saint-Domingue, le vicomte de Fontanges, ancien colon des Gonaïves, le conseiller d'État Esmangar, ancien colon de la province du Sud, planteur de la plaine des Cailles, Georges du Petit-Thouars, qui était lui-même un colon du Balimbé, Laujon, et qui avait été procureur du roi à Semar, et Jouette, qui était un ex-colon de la montagne des Arcaillais, et également Colette et la Boulatterie. Lui était un ex-colon procureur du roi au Port-au-Prince. Cette mission reconnaîtra le même sort que la précédente. Pétion s'indigna du fait que Louis XVIII s'obstina à ne pas reconnaître l'indépendance d'Haïti. À la mort de Louis XVIII, le comte d'Artois accéda au trône en 1824 sous le nom de Charles X. L'année d'après, soit le 17 avril 1825, il signa une ordonnance par laquelle il reconnaissait conditionnellement l'indépendance d'Haïti et chargea le baron de Mâcon de l'imposer de gré ou de force au président de la République d'Haïti. Le montant exigé était très lourd, 150 millions de francs. Il justifia sa décision par sa volonté de dédommager les colons de Saint-Domingue rescapés de la Révolution haïtienne rapatriés en France pour les dommages matériels et moraux subis pendant la période révolutionnaire. À noter que les autorités haïtiennes n'ont pas participé au calcul ayant abouti à cette somme colossale qui figurait dans l'ordonnance royale. Les conditions n'étaient pas négociables. En cas de refus, c'est la guerre. Les frégates françaises avaient pour ordre d'attaquer. Pour verser la première tranche seulement, le président haïtien Jean-Pierre Boyer dut contracter à Paris, au nom de la République, un emprunt de 30 millions de francs. Haïti obtint en 1938 que le reliquat de la dette soit réduit à 60 millions et un traité de paix et d'amitié est alors signé pour régler définitivement le contentieux. Le peuple haïtien fut profondément froissé de voir son indépendance si chèrement acquise, reconnue par une simple ordonnance royale. Mais qu'est-ce qui a rendu si vain Charles X au point de vouloir imposer de force ces conditions infâmes aux autorités haïtiennes? Qu'est-ce qui entre-temps a changé en Europe? Le 18 juin 1815, Napoléon Bonaparte a subi une cuisante défaite à Waterloo. Une défaite qui a changé le cours de l'histoire. La même année, une grande conférence diplomatique s'est tenue en Europe. C'est le congrès de Vienne. L'objectif de ce congrès était de rétablir le statu quo ante, c'est-à-dire le système westphalien caractérisé par la reconnaissance et le respect de la souveraineté des États, l'équilibre des puissances, l'indépendance absolue des États, le respect du principe de la non-ingérence, la séparation de l'Église et de l'État, le respect des monarchies. Avec l'accession de Napoléon au pouvoir, le système de l'équilibre est rompu. Napoléon partira en guerre contre les monarchies ennemies de la Révolution. Ses nombreuses conquêtes propulse la France en établissant une hégémonie indiscutable et inégalable en Europe. Il est aussi président de la République italienne de 1802 à 1805, puis roi d'Italie de 1805 à 1814. Ces victoires lui permettent d'annexer à la France de vastes territoires et de gouverner la majeure partie de l'Europe continentale en plaçant les membres de sa famille sur les trônes de plusieurs royaumes. Ses premières défaites lui portèrent à abdiquer le 6 avril 1814. Les changements apportés par le Congrès de Vienne de 1815 ont été considérables. L'absolutisme et l'ordre
qui devait être rétabli. Partout, les grands propriétaires retrouvent leur pouvoir, les nobles, leur titre de noblesse. En France, la monarchie est rétablie et la souveraineté et le conservatisme dominent. L'équilibre européen, il s'agissait de ne plus laisser qu'une puissance domine les autres et, entre autres, les alliances et les pactes qui ont été donc signés entre divers souverains européens. Le contexte international était donc défavorable à Haïti. En Europe, les États voulaient freiner les idées révolutionnaires. Ils n'étaient pas prêts à accepter de reconnaître un État quelconque né d'une révolution. Les puissances colonisatrices s'accordaient pour isoler Haïti car il constituait un mauvais exemple pour leurs colonies respectives. Avec le rétablissement de la royauté, c'est la ligne dure, c'est le retour au statu quo ante et donc à l'ancien régime. Les pactes et les alliances ont renforcé les souverains. Sur la base de ces alliances, la France savait que si elle s'engageait dans une guerre contre Haïti, elle obtiendrait le support des autres puissances ou sinon leur neutralité. Voilà pourquoi le roi Charles X n'a pas hésité à brandir la menace d'une intervention militaire au cas où les dirigeants haïtiens refuseraient d'accepter ces conditions. Ici s'achève la première partie.